Au Sahel, tout s'est réorganisé à une vitesse brutale. 3 capitales ont expulsé les troupes françaises, restreint l'empreinte américaine, puis ouvert la porte à Moscou, Ankara et Pékin pour obtenir des capacités sans conditions politiques. Mais si l'autonomie sécuritaire devient réelle, que reste-t-il des anciens leviers et que peut encore garantir Ibrahim Traoré face aux insurgences et aux pressions extérieures ? Entre promesses d'industrie militaire locale et risque de dépendance déplacée, une nouvelle équation s'impose. Ce qui suit ne cherche pas à juger ses choix, mais à en mesurer les conséquences concrètes. Pour le Sahel, l'enjeu n'est pas idéologique, il est opérationnel. Qui fournit la sécurité ? À quelles conditions et avec quel degré de contrôle local sur les armes, la formation et les ressources ? Pour les citoyens, cela touche directement la survie quotidienne, la capacité des États à reprendre l'initiative face aux groupes armés et la possibilité de sortir d'un cycle de dépendance prolongée. Pour les dirigeants militaires, dont Ibrahim Traoré, la question est plus étroite encore. Transformer un rejet populaire de l'ancien ordre en stabilité durable sans déclencher un isolement stratégique. Cette analyse promet donc 3 choses. Clarifier ce qui a réellement changé, distinguer autonomie et simple substitution d'alliés, et identifier ce que ce pari implique à court et moyen terme. Car au-delà des discours, ce sont des équilibres mesurables qui sont en train de se déplacer. En moins de 3 ans, 3 États sahéliens ont rompu un dispositif sécuritaire bâti sur près de 60 ans. Cette rupture n'a pas commencé par un traité ou une doctrine, mais par une série de décisions militaires coordonnées qui ont déplacé le centre de gravité du pouvoir hors du cadre occidental. Pendant des décennies, la France et dans une moindre mesure les États-Unis n'assuraient pas seulement une présence armée, ils structuraient l'accès. Accès aux équipements, aux alliances autorisées, aux priorités de sécurité et jusqu'au rythme même de la réponse militaire. Les bases de Bamako, Niamey ou Ouagadougou fonctionnaient comme des centres opérationnels intégrés où l'autonomie locale restait limitée par la dépendance logistique et politique. Ce modèle produisait une stabilité apparente mais fragile. Les armées nationales combattaient des insurrections persistantes sans jamais disposer de capacités complètes, tandis que la souveraineté restait largement déclarative. La violence devenait chronique et chaque nouvelle faction armée justifiait la prolongation de la présence étrangère sans résolution définitive. La bascule intervient lorsque des officiers formés dans ce système concluent que la dépendance elle-même est devenue le risque central. Au Mali en 2020, puis au Burkina Faso en 2022 avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré, et enfin au Niger en 2023, les prises de pouvoir ne portent pas un projet idéologique global. Elles expriment une révolte sécuritaire, née du constat que le cadre existant ne protège plus. Une fois installés, ces gouvernements font un choix identique, rompre rapidement, sans négociation graduelle. Les troupes françaises sont expulsées, les opérations américaines limitées et des alternatives sont recherchées auprès d'acteurs prêts à livrer des capacités sans conditionnalité politique. La Russie, la Turquie et la Chine apparaissent alors non comme des alliés naturels, mais comme des fournisseurs d'options. Ce changement ne garantit ni succès ni stabilité immédiate. Il redéfinit cependant une chose essentielle. Qui décide des outils de la sécurité et selon quelles règles ? À Ouagadougou, le changement se lit d'abord dans des gestes concrets, plus que dans des discours. Des officiers racontent la même scène. Des unités, auparavant immobilisées, faute de pièces détachées ou d'autorisation, reprennent le terrain, lentement, imparfaitement, mais sans attendre des validations extérieures. L'effet n'est pas une victoire décisive, plutôt une reprise d'initiative locale. Un premier microcas apparaît dans le nord du Burkina Faso, où des patrouilles mixtes, appuyées par de nouveaux partenaires, opèrent avec des règles d'engagement élargies. Les résultats sont inégaux, certains villages voient une pression insurgée reculer temporairement, d'autres subissent encore des violences, mais pour l'état-major, l'enjeu immédiat n'est pas la pacification totale, c'est la capacité d'agir sans interruption. Un second microcas concerne la chaîne logistique. Des ateliers de maintenance, jusque-là dépendants de contrats étrangers, sont remis en service avec des techniciens formés sur place. Ce détail technique change la temporalité du conflit. Réparer en semaines plutôt qu'en mois limite les périodes de vulnérabilité.
Pour Ibrahim Traoré et ses homologues, ces effets précoces servent de justification interne. Ils montrent à leur force et à la population que la rupture n'est pas qu'un symbole. Le message implicite est simple. Même imparfaite, une autonomie partielle vaut mieux qu'une dépendance bloquante. La question centrale reste alors, ces gains tactiques suffisent-ils à soutenir un basculement stratégique durable? Tout commence par une accumulation de blocages, puis par une décision nette. Avant la rupture, chaque demande d'équipement passait par des circuits longs, conditionnés, parfois suspendus pour des raisons politiques éloignées du terrain. Après la rupture, le calendrier change brutalement. Les autorités sahéliennes cessent d'attendre des validations extérieures et privilégient des accords capables de produire des effets rapides, même incomplets. La phase d'activation est visible dès les premiers mois. Les troupes françaises quittent progressivement le Burkina Faso, le Mali et le Niger, non à l'issue de négociations étalées, mais sous la pression de décisions unilatérales. Les bases sont fermées, les accords militaires dénoncés et les cadres de coopération antérieurs deviennent caducs. Pour Paris, le signal est clair. L'accès stratégique qui structurait sa présence depuis des décennies est rompu. Vient ensuite le moment du basculement. Les nouveaux dirigeants ne se contentent pas d'expulser, ils remplacent. La Russie propose des entrepreneurs militaires privés et une livraison rapide d'armement. La Turquie met sur la table des drones et des systèmes de surveillance sans exigence politique. La Chine renforce ses offres d'infrastructures en dissociant sécurité et réformes institutionnelles. Ces propositions ne sont pas présentées comme des partenariats idéologiques, mais comme des transactions fonctionnelles. Pour Ibrahim Traoré, ce tournant s'inscrit dans une logique de survie politique autant que militaire. La pression intérieure est forte, les attentes populaires élevées et l'échec sécuritaire n'est plus imputable à un partenaire extérieur. La séquence impose donc une accélération, obtenir des capacités visibles pour prouver que la rupture produit autre chose qu'un vide. La phase de climax survient avec l'annonce la plus sensible, la possibilité de produire des armes sur le sol africain. Lorsque Moscou signe avec le Niger des accords pour implanter des installations de fabrication, l'événement dépasse le cadre bilatéral, il remet en cause le cœur du système précédent, fondé sur le contrôle des chaînes d'approvisionnement. Produire localement signifie réduire la dépendance aux autorisations, au calendrier et aux pièces importées. Les répliques sont immédiates. L'Occident répond par des sanctions ciblées, des gels d'aide et des avertissements publics sur l'instabilité et les violations potentielles des droits humains. Les nouveaux partenaires, eux, insistent sur la rapidité et le respect de la souveraineté. Deux récits s'affrontent. L'un parle de risque et de chaos, l'autre de capacité et d'autonomie. Les répliques se prolongent enfin sur le plan régional. Le Sénégal demande la fermeture de certaines bases françaises, le Tchad renégocie ses accords, et d'autres États observent attentivement. La séquence initiale, déclenchée par 3 pays, commence à se diffuser, créant un effet d'entraînement prudent mais réel. À ce stade, la dynamique n'est ni stabilisée ni irréversible. Elle marque cependant une rupture temporelle nette. Avant, l'accès était contrôlé de l'extérieur. Après, il est redéfini par des choix locaux. Reste à savoir si cette accélération peut se transformer en équilibre. Avant la rupture, le cadre était stable mais contraignant. Les armées sahéliennes recevaient des équipements par tranches limitées, avec des délais étirés et des autorisations conditionnées. Après la rupture, le flux change de nature, plus court, plus direct, mais aussi plus risqué. Cette bascule se lit à travers quelques indicateurs simples, imparfaits, mais révélateurs, qui permettent de comparer un avant dépendant à un après encore en construction. D'abord, la temporalité logistique. Dans l'ancien modèle, la maintenance lourde et le réapprovisionnement dépendaient de contrats étrangers, souvent renégociés annuellement. L'écart observé est une réduction des délais d'immobilisation, car certaines réparations et recomplètements sont désormais traités localement ou via des partenaires alternatifs. Cette accélération n'augmente pas mécaniquement la puissance, mais elle réduit les périodes de vulnérabilité opérationnelle, ce qui compte dans des conflits de harcèlement. Ensuite, la diversification des fournisseurs. Le point de départ reposait sur un nombre restreint d'acteurs occidentaux, ce qui concentrait le risque politique. L'écart est l'ouverture simultanée à plusieurs sources, russes, turques et asiatiques,
sans harmonisation complète. Cela améliore l'accès à court terme, mais introduit des coûts d'intégration et de formation, car les systèmes ne sont pas toujours interopérables. L'autonomie progresse par addition, non par standardisation, puis la localisation partielle de la capacité. L'annonce d'installation de fabrication d'armes au Niger constitue un seuil symbolique. Le point de départ était un contrôle externe des chaînes d'approvisionnement. L'écart est la perspective d'une production locale de munitions et de composants, même limitée. Cette capacité ne supprime pas la dépendance, car les plans, certains intrants et l'ingénierie restent étrangers, mais elle modifie l'équation du réassort en période de tension. Ces trois éléments doivent être lus avec prudence. Elles ne prouvent ni une supériorité militaire, ni une stabilisation sécuritaire. Elles montrent un déplacement du point de contrôle. Là où l'ancien système priorisait la conditionnalité politique et la gestion du risque international, le nouveau privilégie la continuité d'action et la rapidité. Pour des gouvernements soumis à une pression insurgée constante, ce changement est perçu comme un gain net, malgré les coûts. Les critiques soulignent des contre-indicateurs. L'intensification de certaines opérations s'accompagne d'allégations de pertes civiles et l'absence de conditionnalité réduit les garde-fous. L'écart comporte donc un revers. Plus de capacité immédiate, mais moins de médiation externe. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ce compromis est assumé, car la métrique prioritaire n'est pas l'approbation internationale, mais la survie de l'État et la cohésion interne. Au total, les chiffres disponibles n'autorisent pas une conclusion tranchée. Ils indiquent une recomposition mesurable, délais raccourcis, sources multipliées, capacités localisées, embryonnaires. La question ouverte n'est pas de savoir si ces écarts sont suffisants aujourd'hui, mais s'ils peuvent être consolidés sans recréer une dépendance différente, tout aussi structurante que la précédente. Les critiques de la bascule sahélienne avancent deux arguments principaux qu'il faut considérer dans leur forme la plus solide. Le premier soutient que le retrait occidental affaiblit la lutte contre les groupes armés. Selon cette lecture, la présence française et américaine apportait un avantage décisif en matière de renseignement, de coordination aérienne et de soutien logistique lourd. En rompant ces liens, les armées locales se priveraient de capacités qu'aucun partenaire alternatif ne peut remplacer rapidement, surtout face à des insurgences mobiles et transfrontalières. Le second argument affirme que le nouveau modèle accroît les risques politiques et humanitaires. L'absence de conditionnalité, présentée comme un gain de souveraineté, supprimerait aussi les garde-fous. Des opérations plus offensives, menées avec des partenaires peu regardants, pourraient entraîner davantage de pertes civiles, alimenter le ressentiment local et, à terme, renforcer les groupes armés plutôt que les affaiblir. Dans cette perspective, l'efficacité immédiate serait payée par une instabilité prolongée. Ces deux arguments reposent sur des constats réels. Les résultats opérationnels des partenariats russes ou turcs sont mixtes et les accusations d'abus existent. De plus, les armées sahéliennes ne disposent pas encore d'une architecture de renseignement pleinement autonome, ce qui limite leur capacité à anticiper et prévenir les attaques complexes. La réponse des gouvernements concernés ne nie pas ces limites, mais déplace le cadre d'évaluation. Leur contre-argument central est que l'ancien système, malgré ses moyens supérieurs, n'a pas produit de stabilisation durable. La violence persistait, les zones rurales restaient contestées et la dépendance aux partenaires extérieurs empêchait toute montée en puissance indépendante. Dans ce contexte, maintenir le statu quo revenait à gérer indéfiniment une crise sans horizon de sortie. Ils avancent aussi un argument de temporalité. Les partenariats occidentaux promettaient une sécurité conditionnelle à long terme sans échéance claire. Les nouvelles alliances promettent une capacité imparfaite mais immédiate, permettant d'agir sans interruption. Pour des États sous pression constante, cette continuité est perçue comme un avantage stratégique, même si elle comporte des risques. Le débat se résume donc moins à une opposition entre efficacité et chaos qu'à un choix entre deux types d'incertitudes. L'une est connue, encadrée, mais structurellement limitante. L'autre est ouverte, plus dangereuse, mais potentiellement transformatrice. La suite dépendra de la capacité des États sahéliens à convertir cette marge de manœuvre
en institutions et en contrôle, plutôt qu'en simple force brute. Jusqu'ici, le débat portait sur les partenaires visibles. Qui remplace qui et avec quels moyens? La révélation centrale est ailleurs. Ce qui a réellement basculé n'est pas seulement l'alignement diplomatique, mais la maîtrise du rythme. Dans l'ancien cadre, l'initiative stratégique appartenait à ceux qui contrôlaient l'accès, les délais et les autorisations. Aujourd'hui, même sans supériorité militaire, les États sahéliens reprennent la cadence des décisions. Ce déplacement est décisif parce qu'il redéfinit la vulnérabilité. Avant, une suspension d'aide ou un gel logistique suffisait à paralyser des unités entières. Désormais, l'effet de levier externe est moins immédiat. La continuité d'action devient possible, même sous pression diplomatique ou économique. Cela ne garantit ni la victoire, ni la stabilité, mais cela empêche le retour automatique au point mort. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette maîtrise du tempo est un capital politique. Elle permet de répondre aux attentes internes sans attendre des arbitrages extérieurs et de montrer que la souveraineté proclamée se traduit par des décisions exécutables. Le risque, bien sûr, est que la vitesse supplante la prudence et que l'absence de garde-fous accentue les dérives. Mais au milieu du récit géopolitique, ce changement discret explique pourquoi le pari sahélien attire l'attention régionale. Il suggère qu'un État peut perdre des soutiens traditionnels sans perdre toute capacité d'action. C'est cette possibilité, plus que les alliances elles-mêmes, qui inquiète les anciens architectes du système. Pour mesurer l'impact réel du basculement, il faut quitter le niveau des alliances et observer ses effets sur 4 groupes distincts: les États, les entreprises, les populations et l'équilibre régional. Chacun perçoit des gains et des coûts différents, parfois contradictoires. Pour les États, la conséquence immédiate est une marge de décision élargie. Les gouvernements sahéliens peuvent planifier des opérations sans attendre des validations externes et ajuster leurs priorités en fonction de la pression locale plutôt que des agendas internationaux. Cette autonomie renforce la cohérence interne des chaînes de commandement. Elle expose toutefois les États à une responsabilité accrue. Sans médiation occidentale, les erreurs opérationnelles et politiques leur sont imputées directement, sans filtre ni amortisseur diplomatique. Du côté des entreprises, le paysage se recompose. Les acteurs occidentaux, longtemps dominants dans les secteurs miniers, énergétiques et logistiques, voient leur position renégociée ou contestée. Des entreprises russes, turques et asiatiques proposent des co-entreprises, souvent assorties de promesses de transfert de compétences et de parts de revenus plus élevées pour les États hôtes. Cette concurrence accrue ouvre des opportunités, mais elle introduit aussi une opacité contractuelle et des engagements de long terme qui peuvent enfermer les économies locales dans de nouvelles dépendances. Pour les populations, l'effet est plus ambivalent. À court terme, la rupture avec l'ancien ordre a suscité un soutien populaire visible, nourri par un sentiment de reprise de dignité et de choix. Dans certaines zones, la continuité des opérations réduit les périodes d'abandon sécuritaire. Mais les civils restent exposés aux violences et les accusations de pertes collatérales fragilisent la légitimité des forces en place. Le gain symbolique de souveraineté ne se traduit pas automatiquement par une amélioration des conditions de vie. Enfin, pour l'équilibre régional, la conséquence est un effet de démonstration. Le choix du Burkina Faso, du Mali et du Niger montre qu'une rupture coordonnée est possible sans effondrement immédiat. Des États voisins observent, ajustent, renégocient. Ce mouvement ne crée pas un bloc homogène, mais il affaiblit le caractère incontournable de l'ancien système. L'influence se fragmente, devient concurrentielle, et donc plus difficile à monopoliser. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur isolé que comme un symbole d'une phase expérimentale. Le pari n'est pas encore validé. Il a toutefois déjà produit un résultat tangible, redistribué les coûts et les bénéfices de la sécurité en forçant chaque acteur à assumer directement ses choix. La question n'est plus seulement de savoir qui protège le Sahel, mais à quel prix politique, économique et humain cette protection est obtenue. À horizon de 6 à 12 mois, plusieurs issues plausibles peuvent être envisagées sans attribuer de probabilité. Une première issue, plus prudente, prolonge la situation actuelle. Les États maintiennent une capacité opérationnelle suffisante pour éviter l'effondrement, mais sans recul net des insurrections.
Les partenariats alternatifs assurent la continuité logistique, tandis que les tensions diplomatiques persistent, unsurmountables. La sécurité progresse par à-coups et la stabilité reste fragile, dépendante d'une gestion fine des ressources et des attentes populaires. L'issue optimiste suppose une consolidation graduelle. Les capacités locales s'améliorent, la coordination régionale devient plus efficace et certaines zones clés connaissent une baisse durable de la violence. La production locale limitée, la maintenance accélérée et la diversification des fournisseurs réduisent les goulets d'étranglement. Dans ce cadre, la légitimité interne des gouvernements se renforce, ouvrant un espace pour des réformes économiques ciblées et une normalisation partielle des relations extérieures, sans retour au modèle antérieur. L'issue défavorable envisage une fragmentation. Les partenariats alternatifs génèrent des dépendances coûteuses, les pertes civiles augmentent, et la pression internationale s'intensifie sous forme de sanctions et d'isolement. Les ressources se raréfient, les fractures internes s'accentuent et la coordination régionale se délite. La rupture initiale, au lieu de produire de l'autonomie, aboutit à une vulnérabilité accrue, exploitée par les groupes armés et les acteurs extérieurs. Ces issues partagent une même condition clé: la capacité des États à transformer des gains tactiques en institutions durables. Sans chaîne logistique maîtrisée, sans contrôle civil minimal et sans articulation économique, la capacité militaire seule reste insuffisante. A l'inverse, même des avancées modestes, si elles sont stabilisées, peuvent changer la dynamique. En pratique, une recommandation prudente s'impose. Observez moins les annonces que les signaux de continuité, délai, maintenance, coordination régionale et gestion des coûts sociaux. C'est sur ces variables discrètes mais cumulatives que se jouera l'issue à moyen terme. Pour les publics extérieurs au Sahel, ces évolutions peuvent sembler lointaines, mais leurs effets sont plus proches qu'il n'y paraît. Les dynamiques observées dans la région interrogent des thèmes universels: la dépendance, le choix des partenaires et le coût réel de la sécurité lorsqu'elle est déléguée. Elle rappelle au Tisch que les architectures construites pour durer peuvent devenir rigides et que leur remise en cause crée toujours des zones de risque autant que des espaces d'opportunité. Pour les citoyens des pays sahéliens, l'enjeu est immédiat. La promesse implicite de la rupture est simple: plus jamais d'interruptions prolongées, plus jamais de décisions vitales prises ailleurs. Mais cette promesse crée aussi une attente forte. Lorsque la sécurité ne s'améliore pas assez vite, la responsabilité ne peut plus être externalisée. Le contrat tacite entre gouvernants et gouvernés devient plus direct, donc plus exigeant. Pour les diasporas africaines, le basculement résonne différemment. Il touche à la question de la dignité politique et du regard porté sur l'Afrique. Voir des États refuser un cadre imposé et tester d'autres voies alimente un sentiment de reprise d'initiative. Mais il suscite aussi une inquiétude, celle de voir des pays déjà fragiles servir de terrain d'expérimentation géopolitique, avec des coûts humains élevés. Pour les observateurs internationaux, enfin, le Sahel fonctionne comme un laboratoire. Il montre ce qui se produit lorsque la sécurité n'est plus conditionnée à des normes externes, mais négociée comme une capacité brute. Cette expérience oblige à reconsidérer certaines certitudes sur l'aide, la conditionnalité et l'efficacité des partenariats à long terme. Deux pistes de lecture peuvent guider le public. La première consiste à distinguer symboles et résultats sans confondre affirmation de souveraineté et amélioration concrète. La seconde invite à suivre les signaux faibles plutôt que les déclarations spectaculaires. Ce sont ces détails accumulés dans le temps qui diront si le pari sahélien transforme durablement la relation entre sécurité et autonomie. Si le pari sahélien doit dépasser la phase expérimentale, il repose sur une méthode de travail pragmatique, structurée en repères simples plutôt qu'en promesses générales. Le premier repère concerne la stabilisation logistique. Il s'agit d'identifier précisément quelles capacités peuvent être maintenues localement, lesquelles doivent rester externalisées et comment sécuriser les intrants critiques sans créer de goulets d'étranglement. Sans cette cartographie, toute autonomie reste fragile. Ensuite, à la coordination régionale. Les accords de défense commune n'ont de valeur que s'ils sont traduits en procédures opérationnelles claires: partage de renseignements,
Règles d'intervention transfrontalière et mécanismes de résolution des frictions internes. Cette coordination est essentielle pour éviter que les groupes armés exploitent les frontières comme zone refuge. Elle transforme des capacités nationales limitées en un ensemble plus dissuasif, puis sur le contrôle et la responsabilité. Même en l'absence de conditionnalité occidentale, des garde-fous internes sont nécessaires. Cela implique des chaînes de commandement identifiées, des mécanismes d'enquête crédibles en cas d'abus et une communication minimale avec les populations affectées. Sans cela, les gains tactiques risquent d'éroder la légitimité politique acquise lors de la rupture. Après cela, sur le plan économique, la sécurité ne peut pas rester déconnectée des ressources. Renégocier les contrats miniers, énergétiques et industriels pour financer durablement l'effort sécuritaire est central. Les promesses de co-entreprise et de transfert de valeur doivent être traduites en clauses vérifiables, mesurées dans le temps et ajustées si nécessaire. Enfin, la gestion des attentes. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, expliquer que l'autonomie est un processus, non un résultat immédiat, est crucial. Fixer des objectifs intermédiaires réalistes permet d'éviter une désillusion rapide. Cette méthode de travail ne garantit pas le succès, mais elle offre un cadre pour transformer une rupture politique en dynamique gouvernable, plutôt qu'en fuite en avant. Dans les rues poussiéreuses évoquées plus tôt, celles où les patrouilles ont recommencé à circuler sans attendre des autorisations lointaines, le changement reste fragile mais perceptible. Le motif initial n'était pas une alliance, ni même une idéologie, mais un refus de l'immobilité. Reprendre la capacité d'agir, même imparfaitement, a servi de fil conducteur à toute la séquence sahélienne. Pour Ibrahim Traoré, ce récit n'est ni héroïque ni définitif. Il s'inscrit dans une zone grise, faite de décisions rapides, de compromis lourds et d'attentes populaires difficiles à satisfaire. Le symbole de la rupture a créé un espoir tangible, mais aussi une exigence nouvelle. Prouver que l'autonomie proclamée peut produire des résultats durables, visibles au-delà des gestes initiaux. Ce rappel renvoie aux micro-détails évoqués plus tôt. L'atelier de maintenance remis en service. Rien de spectaculaire, mais un signe. La souveraineté ne se mesure pas seulement aux discours ou aux alliances affichées. Elle se mesure à la capacité de réparer, de produire, de décider sans suspension permanente. C'est dans ces espaces techniques, discrets, que se joue une partie de l'avenir. La conclusion émotionnelle n'est donc pas un triomphe, mais une tension. Entre l'élan d'émancipation et le risque de nouvelles dépendances, le Sahel avance sur une ligne étroite. Le pari reste ouvert, et son issue dépendra moins des promesses extérieures que de la capacité interne à transformer l'essai jour après jour. À ce point du parcours, une chose apparaît clairement. Le Sahel n'est pas en train de choisir entre le bien et le mal, ni entre l'Est et l'Ouest. Il teste une hypothèse plus fondamentale, celle selon laquelle la sécurité peut être redéfinie à partir des priorités locales, même dans un environnement contraint. Cette expérience ne concerne pas uniquement le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Elle interroge la manière dont les États fragiles, partout ailleurs, négocient leur marge de manœuvre face à des partenaires plus puissants. Pour le public, l'enjeu n'est pas de prendre parti, mais de suivre les dynamiques avec attention. Observer ce qui fonctionne, ce qui échoue, et à quel coût humain, économique et politique. Distinguer les symboles forts des transformations silencieuses, souvent plus révélatrices. Se demander non pas si un modèle doit être copié, mais dans quelles conditions il peut être adapté sans reproduire les erreurs passées. La discussion reste ouverte, car les résultats ne sont pas encore figés. Le pari porté par des dirigeants comme Ibrahim Traoré continuera d'évoluer sous la pression des faits, pas des slogans. La question finale s'adresse donc au lecteur. Comment évaluer une rupture géopolitique en cours sans céder ni à l'enthousiasme automatique ni au rejet réflexe? C'est dans cet espace de réflexion critique que le dialogue peut réellement commencer.